Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'action LVMH. LVMH, c'est le leader mondial du luxe. C'est aussi la plus grande capitalisation boursière française. Le code c'est MC.PA. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous présenter LVMH aujourd'hui? Pour deux raisons principalement. La première raison, c'est que on est face à un titre qui a vraiment beaucoup perdu de terrain ces deux dernières années. On avait atteint un point maximum en avril 2023, autour de 900 euros par action. Et aujourd'hui, on est tombé à 600 euros par action, c'est-à-dire qu'on a perdu à peu près un tiers de la valeur. Donc c'est vraiment énorme sur une période d'à peu près 2 ans. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que cette société est fortement exposée à l'Asie. Et ça m'intéresse parce que c'est une zone géographique qui est amenée à beaucoup se développer. On a 28% du chiffre d'affaires qui est réalisé dans la zone Asie ex-Japan. J'en parle souvent, mais donc c'est vrai que la consommation mondiale, eh bien, elle va se réorienter vers l'Asie. Vous avez ici une étude qui essaie d'estimer un petit peu la répartition de la consommation mondiale entre les différentes zones géographiques jusqu'à 2050. Et ce qu'on voit, c'est qu'on devrait avoir, c'est dominé aujourd'hui par les pays occidentaux, l'Amérique du Nord notamment et l'Europe de l'Ouest. Mais ce qu'on devrait avoir, c'est une diminution de la part de ces deux zones, avec parallèlement une hausse significative de la consommation à la fois en Inde et en Asie émergente. Donc pour ces deux raisons, je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne raison de s'intéresser à ce titre LVMH. Comme d'habitude dans la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter l'activité de la société. Ensuite, on va regarder les éléments financiers. Je vais les comparer aux principaux concurrents du secteur du luxe. Et enfin, on va essayer de regarder quelle est la tendance aujourd'hui dans ce secteur d'activité. Et on va voir si on peut se faire comme ça un avis sur ce titre. Comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, pensez bien à vous abonner, à mettre des pouces vers le haut, faire des commentaires, partager avec vos amis. Ça m'aide vraiment beaucoup à développer la chaîne. Par ailleurs, je précise qu'il n'y a pas de conseil en investissement dans cette vidéo. Quel est le métier de LVMH? Donc pour simplifier, le métier d'LVMH, c'est de gérer et de développer sur le long terme un portefeuille de marques de luxe. Donc il y a deux aspects. Il y a un aspect opérationnel qui est vraiment lié à la production et à la distribution de tous ces produits de luxe. Et deuxièmement, il y a vraiment un aspect lié à la communication et au marketing pour travailler sur le développement de l'image de ces marques afin d'arriver à maximiser les cash flows sur le long terme. Donc il y a une vraie volonté du groupe de réaliser une intégration verticale la plupart du temps, c'est-à-dire de maîtriser toute la chaîne de valeur, de la production jusque vraiment à la distribution et donc jusqu'au client final. Au sein du groupe, il y a principalement 5 divisions. Alors vous les voyez ici, je les ai indiquées dans ce tableau. Donc dans cette colonne, la deuxième, c'est le chiffre d'affaires réalisé en 2024 dans chacune de ces divisions. Et donc je vais vous les citer. Donc il y a les vins et spiritueux, mode et maroquinerie, parfums et cosmétiques, montres et joaillerie, distribution sélective. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'il y en a quand même deux qui sont un petit peu plus importantes que les autres. C'est donc mode et maroquinerie, donc c'est la plus connue. Et la deuxième, en fait, la deuxième plus grande, c'est la division distribution sélective. Alors maintenant, je vais vous donner quelques détails en donnant quelques exemples pour que ce soit plus concret. Au niveau des vins et spiritueux, donc on est vraiment sur des produits donc très haut de gamme. Il y a du champagne et du vin, bien sûr. Donc parmi les quelques noms qu'on peut citer, on a Dom Pérignon, Veuve Clicquot, vous avez Ruinart, Hennessy, donc pour vous donner quelques exemples. Ensuite, pour la partie mode et maroquinerie, donc là, on est vraiment sur les vêtements, les accessoires en cuir. C'est là où aussi où on retrouve bien sûr les malles de voyage Louis Vuitton qui sont très connus. Au niveau des marques, vous avez donc Louis Vuitton, Kenzo, Givenchy par exemple, Christian Dior. Ensuite, au niveau des parfums et cosmétiques, donc là pour vous donner quelques noms connus, ils détiennent Guerlain, Christian Dior. Donc il y a certains de marques de mode et maroquinerie qui ont décliné, qui ont créé un parfum. Ils ont Givenchy également. Ensuite, au niveau des montres et joailleries, on retrouve Tiffany, Bulgari, Chaumet, Hublot aussi, Fred, pour quelques marques connues. Et enfin, donc distribution sélective. Donc vous le voyez ici, la partie, donc c'est la dernière partie. Alors là, c'est intéressant parce que vous avez dans ce segment-là plutôt du retail.
Donc on retrouve typiquement les réseaux de distribution de parfums Sephora, parfums et produits et autres produits de beauté. On a la Samaritaine, on a le Bon Marché, le magasin parisien également. Et on a aussi par exemple DFS, qui est un réseau retail de distribution dans les aéroports, notamment dans les zones duty-free. Au total, le groupe détient 75 marques de luxe. Ce qu'on peut noter, c'est qu'au niveau des ateliers de production, ils ont gardé une empreinte en France importante. Il y a 118 ateliers de production qui sont toujours en France. Ce que j'ai noté aussi, c'est qu'au niveau du réseau de distribution, ce qu'on voit, c'est que la zone en fait géographique dans laquelle il y a le plus de boutiques, eh bien, c'est l'Asie ex-Japon. On a plus de 2000 boutiques détenues dans cette zone. On a déjà parlé de la répartition du chiffre d'affaires tout à l'heure et des 28% donc, que la société réalise en Asie ex-Japon. Donc vous voyez ici la répartition totale du chiffre d'affaires des 85 milliards d'euros de ventes. Et en fait, il y a un quart qui est réalisé en Europe, un quart aux États-Unis, les 28% en Asie ex-Japon et 9% au Japon, et puis les autres marchés, 13%. Ce qu'on peut noter, c'est que pour l'Asie ex-Japon, c'est vrai qu'on a eu une petite diminution de la part. Ça faisait 31% en 2023 et maintenant c'est seulement 28% des ventes du groupe. En regardant les résultats 2024 de la société, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est la part en fait au niveau de la rentabilité du segment mode et maroquinerie. Mode et maroquinerie, on l'a vu tout à l'heure, ça représente environ 49% du chiffre d'affaires en 2024. Mais ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du résultat opérationnel, ici, donc si vous faites le calcul, vous allez voir que ça représente 78% du résultat opérationnel. Donc au final, ça veut dire que eh bien, la rentabilité globale du groupe dépend très fortement de ce segment d'activité mode et maroquinerie. Je fais juste une petite pause pour vous dire que sous la vidéo, vous avez des liens pour accéder d'une part à ma formation gratuite où je décris la méthode d'investissement que j'utilise et également vous avez un lien pour aller visualiser une analyse de société dans laquelle j'ai investi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Une remarque importante sur ce secteur d'activité, le luxe. Il faut bien comprendre que cette activité est une activité cyclique. Ces dernières années, il y avait eu de très bons résultats et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui pensaient que ce n'était pas vraiment un secteur cyclique. En fait, si c'est le cas. Et justement, l'évolution du cours de bourse de LVMH représente ce cycle. Donc les résultats étaient très bons jusqu'en 2023. Et puis ensuite, à partir de fin 2023, on a commencé à voir que visiblement, il y avait un tassement, puis ensuite une baisse des résultats de la société. Et donc, ça se retrouve bien sûr dans le cours de bourse. C'est ça qui explique principalement la baisse qu'on a eue d'un tiers que je notais en début de vidéo depuis avril 2023. Donc pour l'instant, bien, par exemple, si on regarde le dividende, ils arrivent à maintenir. Ils ont en 2024, pour 2024, ils ont proposé le même dividende, mais voilà, ça vous donne des éléments concrets qui montrent réellement ce cycle. Et donc la problématique maintenant, ça va être de savoir est-ce qu'on a atteint le bas du cycle ou pas, et c'est vraiment ça la difficulté. Pour l'anecdote, en parcourant le rapport annuel, je suis tombé sur une donnée un peu amusante. Donc il y a au sein du groupe 71% de femmes dans les effectifs, et on voit ici la répartition par division. Et ce qu'on constate, c'est que pour toutes les divisions, les femmes sont très largement majoritaires, sauf dans une division, c'est la division, bien sûr, vin et spiritueux, où il y a plus d'hommes que de femmes. Les derniers éléments financiers qui ont été publiés sont ceux de l'année 2024. Au niveau du chiffre d'affaires, donc on a eu d'un point de vue organique un chiffre d'affaires à peu près stable, donc plus 1% d'un point de vue organique. En revanche, si on regarde juste en dessous le résultat opérationnel, là pour le coup, on a eu une grosse baisse de 14% du résultat opérationnel, donc une hausse significative des coûts. Et si on regarde ensuite au niveau de la décomposition du chiffre d'affaires, de son évolution par trimestre, donc là ce qu'on voit c'est que bon, globalement sur l'ensemble de l'année, il y a un segment qui a beaucoup souffert, c'est les vins et spiritueux, ainsi qu'aussi les montres et joailleries. Pour ce qui est, alors le plus important pour le groupe, c'est mode et maroquinerie. Donc là il y avait eu enfin, quand même un trimestre vraiment pas très bon, le T3. Ça s'est amélioré un petit peu au T4. On n'est pas encore en positif, mais c'est quand même
un petit peu mieux. Et l'autre segment qui est important pour LVMH, c'est la distribution sélective, c'est le deuxième plus grand segment. Et là, on voit quand même que ça repart à la hausse au T4. Donc, globalement, hein, en regardant ces chiffres, on a le sentiment que peut-être qu'on avait atteint effectivement un point bas au T3 et qu'on est en train de repartir un petit peu à la hausse au T4. On le voit au niveau du groupe. Alors, pour l'instant, c'est pas très clair hein, parce que c'est juste une croissance de 1% au T4 2024. On va regarder maintenant une comparaison des éléments financiers de LVMH avec ceux des trois principaux concurrents, à savoir Hermès, Richemont et Kering. Donc je vous ai préparé un petit tableau ici pour essayer d'y voir clair. Alors, donc on a trois sociétés françaises bien sûr, LVMH, Hermès et Kering, et une société suisse, Richemont. Alors, donc je vous ai préparé les éléments financiers que vous pouvez voir ici. Il y a deux conclusions qu'on peut tirer tout de suite, à mon avis, sur deux sociétés en regardant ce tableau. C'est que d'une part, Hermès, de manière très claire, a les meilleurs éléments, on va dire, en termes de croissance, de retour sur capitaux investis, de qualité de la marge. Donc c'est très clair. Donc 13% de croissance par rapport à 2023. Voilà, c'est eux qui ont les ratios de retour sur capitaux investis les plus élevés. Il n'y a pas de doute, en plus ils sont pas endettés en ce moment. Le problème, c'est la valorisation, très clairement. Moi, je la trouve vraiment absurde, hein. On est à un PER de 58, ratio capitalisation sur free cash flow de 70. Voilà, donc ça me paraît exagéré vraiment au niveau de la valorisation, mais très clairement, c'est eux en ce moment qui ont les meilleurs résultats, qui sont les plus rentables. De l'autre côté, Kering, là par contre, ils sont vraiment pas très bien en ce moment. Ils ont une baisse du chiffre d'affaires. Il y a aussi un résultat opérationnel qui est nettement plus faible que dans les autres groupes. Et en plus de ça, ils sont endettés. Donc pour cette raison-là, pour moi, si vous cherchez une opportunité d'investissement en ce moment, sur la base de ces éléments-là, il faut écarter à la fois Hermès, qui est trop cher, et Kering, qui n'est pas en ce moment en bonne santé. Ensuite, il nous reste LVMH et Richemont. Alors là, ce qu'on voit, c'est un peu plus difficile à analyser. Donc, en termes de croissance, elle est un peu faible chez LVMH, mais on est revenu un peu en croissance. Richemont, c'est un peu plus dynamique. Et surtout, si on regarde en détail sur le tout dernier trimestre qui a été publié à fin décembre 2024, eh bien la dynamique est beaucoup plus forte chez Richemont. Ils ont annoncé une croissance globale de 10% sur le dernier trimestre 2024, alors qu'il y a seulement 1% de croissance chez LVMH. Au niveau de la rentabilité opérationnelle, c'est à peu près la même chose. Et ensuite, au niveau de rentabilité des capitaux engagés, c'est peut-être un peu meilleur chez LVMH. LVMH est aussi un petit peu moins cher. Voilà pour la comparaison. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que LVMH est beaucoup plus diversifié en termes de secteur d'activité que Richemont. Richemont, en fait, est principalement présent sur les segments de la joaillerie et des montres de luxe, alors que LVMH est vraiment présent sur tous les segments du luxe. Et donc à ce niveau-là, il y a quand même un risque qui est un peu supérieur chez Richemont, qui en ce moment bénéficie d'une croissance assez importante sur le segment de la joaillerie. Maintenant, je voudrais vous donner des éléments à avoir en tête en termes de tendance du marché, à la fois au niveau de la zone géographique et aussi au niveau du segment d'activité, des types de produits. Donc si on commence par la zone géographique, donc clairement ce qu'on voit c'est que c'est la zone Asie ex-Japon, qui performe le moins bien en ce moment. Donc là on a les chiffres de LVMH par exemple, on était à moins 10% au dernier trimestre 2024. Chez Richemont, ici vous avez les chiffres du dernier trimestre qui finit à fin décembre. Et donc c'est en fait la seule zone géographique qui était en baisse, moins 7%. Chez Hermès, alors eux, ils sont arrivés à faire de la croissance, mais ce qu'on voit, c'est que la zone Asie-Pacifique hors Japon, c'est quand même celle qui fait le moins de croissance. Voilà, donc au niveau mondial, disons que c'est pour l'instant l'Asie qui marche le moins bien, alors que le reste du monde a plutôt une bonne croissance. Et ensuite, si on regarde au niveau des types de produits, donc là, typiquement, chez LVMH, ce qu'on voit, c'est que eh bien, les segments qui marchent pas très bien en ce moment, c'est plutôt vin et spiritueux. Alors, au sein des montres et joailleries, on n'a pas la décomposition ici, mais je pense que c'est la partie montre, pour l'instant, qui ne marche pas encore très bien. On le voit d'ailleurs chez Richemont ici.
Donc on voit que très clairement, les montres marchent pas encore très bien. On était à moins 8% au dernier trimestre, alors que la joaillerie, c'est un petit peu mieux. Et si on regarde maintenant chez Hermès, eh bien, au niveau des produits, ce qu'on voit, c'est que c'est l'horlogerie, hein, donc notamment les montres de luxe, qui fonctionnent le moins bien au dernier trimestre 2024. C'est là où on a la plus faible croissance. Pour conclure sur ce titre, ce que je voulais vous dire, c'est que typiquement, si on compare à Richemont dans le cadre d'un investissement long terme, c'est à mon avis plus intéressant d'avoir un titre comme LVMH parce que il y a plus de diversification, ils sont présents dans plus de secteurs d'activité, donc vous devriez avoir normalement moins de volatilité des résultats. Pour moi, la valorisation de LVMH est toujours un peu élevée, je trouve, hein. C'est par rapport à ma méthode d'investissement, je trouve que c'est un peu élevé. Ensuite, le choix d'investir ou pas dépend de la perception qu'on a du marché, de l'évolution du marché, parce que il y a des cycles, comme je vous l'ai dit. En ce moment, on a clairement des éléments qui montrent au T4 2024 que il y a un rebond, il y a une amélioration de façon générale dans le marché du luxe. Après, il y a une difficulté, c'est que ces cycles, en fait, ils vont être différents en fonction des zones géographiques et en fonction des types de produits. Donc typiquement, en ce moment, on voit que l'Asie ne marche pas très bien, alors que les pays occidentaux, eux, se développent plutôt bien. Donc si vous investissez, eh bien, il faut bien analyser ces dynamiques de croissance à la fois par zone géographique et puis par type de produit. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur ma méthode d'investissement, celle que j'utilise pour gérer mon propre patrimoine, eh bien, il faut aller consulter les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Et aussi, pensez bien à vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour ne pas louper la prochaine analyse. À très bientôt. Ciao!